Je pense que comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'ai été confronté à la problématique de parler soit d'amour, soit de ses relations amoureuses avec la famille, ou plutôt de ne pas en parler, tout en vivant dans une société pour qui ce n'était pas tabou de le faire. Ce décalage, je l'ai vraiment senti. Et c'est plus ça qui complique les choses que le tabou en soi. Moi, j'ai vécu en Algérie et j'ai vécu en France. En Algérie, le tabou, comme il est partagé par tous, il est accepté par tous, ben, je ne voyais pas le problème. En France, tous les copains autour de moi, ils vivaient une autre vie. Et j'étais un peu, moi, jaloux de ne pas avoir le droit de vivre la vie qu'ils avaient. Ne serait-ce que les rapports avec leurs parents, ils étaient très différents. Et je me rappelle que les premières fois, j'étais souvent très choqué de voir quand un papa venait au collège chercher sa fille ou son fils et qui lui dit est-ce que mon copain peut venir à la maison? Moi, je me rappelle les premières fois, je me disais mais comment on peut dire ça à un parent quoi? C'est pas possible. Parce que moi, si je lui avais dit ça, je me serais retrouvé à l'hôpital le soir même à mon père. Donc, je pouvais pas imaginer qu'on le fasse. Comment s'épanouir dans des relations amoureuses quand il faut les vivre dans le secret? Youssef, qui a choisi de témoigner sous un pseudonyme, nous raconte son apprentissage de l'amour. Entre ruse et vigilance pour passer sous le radar du contrôle maternel, Youssef se réjouit d'avoir triché, comme il le dit, pour pouvoir expérimenter des choses avant de choisir de se marier et d'enfin pouvoir parler d'une relation à sa mère. En étant jeune, le problème que j'ai rencontré, moi surtout, c'est que je devais compter sur mes camarades pour savoir ce que c'était que l'amour. Donc à l'époque, l'internet s'était pas développé. C'était pas aussi facile que maintenant. Quelque chose de très bête, comment on embrasse. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai dû demander à des camarades qui parfois avaient pas forcément plus d'expérience que moi non plus. Comment draguer aussi, comment se passe la séduction, parce qu'on a les hormones qui nous travaillent dans notre puberté, alors qu'avant, bon, c'était les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Au bout d'un moment, bah, y a la phase où il commence à y avoir des intérêts, et on ne sait pas forcément comment les concrétiser. Et moi, je pouvais pas rentrer à la maison dire Maman, tu sais, il y a une jeune fille là, de ma classe qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu me conseilles? C'était évidemment impensable. Et donc, y a énormément d'échecs dans ce cas-là. On fait des choses maladroites, très gauches, mais on apprend de ça aussi. On rectifie le tir. Comme je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, bah, je me dis ah oui, donc ça marche pas, ça marche pas. Et puis on s'aperçoit que selon les gens, il y a des choses qui marchent plutôt bien. Parler concrètement, moi j'ai rencontré une jeune fille qui me plaisait beaucoup, d'origine algérienne. Elle avait 18 ans et moi je crois que j'avais 20 ans à peu près. Le problème c'est qu'elle habitait dans un quartier très loin en fait, du centre-ville. Donc on avait des stratégies pour se rencontrer en trichant. Elle, officiellement, elle est à la bibliothèque municipale. Quand on rentrait, on allait chercher quelques bouquins, on allait à la borne de prêt, on les empruntait, on les mettait dans le sac. Et après, on faisait notre après-midi ensemble. On avait un alibi embêtant armé, en quelque sorte, parce que à partir du moment où vous étudiez, ils ferment les yeux sur tout ce que vous pouvez faire. Mais ce qui est assez étrange, c'est que c'est surtout avant votre majorité, lorsque vous êtes jeune. Moi, je sais que ma mère, elle a été beaucoup plus heureuse quand j'ai eu le bac que quand j'ai eu mon doctorat. Elle n'a jamais compris ce que je faisais comme étude. Elle n'a jamais compris à quoi ça allait servir. Elle était juste contente quand j'ai eu le bac. Mais après le bac, il fallait se marier. Donc l'objectif premier, c'était de trouver une femme. Le reste, c'était accessoire. J'ai connu une jeune fille qui, elle, officiellement, elle travaillait au Black à Carrefour. Mais en fait, on se voyait. Et le problème, c'est que au bout d'un mois, elle n'a pas été payée, évidemment. Et la maman commençait à poser des questions. On a demandé un peu d'argent à droite à gauche à des copains. On avait réussi à réunir, je sais plus, quelque chose comme 150 ou 200 euros. Elle a fait croire que, en fait, elle se faisait arnaquer. Comme elle n'avait pas de contrat et que c'était au black, ben, on refusait de la payer, lui donner plus. Ses parents, je sais qu'ils n'étaient pas contents. Son père voulait faire un scandale, voulait qu'elle lui donne le carrefour où ça s'était passé. Elle, donc, elle a pleuré, elle a fait une crise. Ça s'est très mal passé pendant un moment, au point que la famille a fini par découvrir et elle a été en quelque sorte séquestrée, c'est-à-dire qu'on allait la récupérer
Après le lycée, on l'a ramenée chez elle et le but c'était que personne ne puisse la voir sans la famille. C'est difficile ce que je vais dire, mais en fait, au début de la relation, c'est quelque chose qu'on envisage. C'est qu'on se dit, il est possible qu'un jour ou l'autre on se fasse démasquer. Et on sait très bien que lorsque ça va être appris par un parti ou l'autre, je veux dire la famille du garçon ou de la fille, comme le but c'est d'éviter la honte et d'éviter tout scandale, donc les parents vont jamais s'appeler, vont jamais chercher à entrer en contact, ils veulent surtout pas que ça se sache. Le réflexe naturel, c'est en fait tout simplement de retenir les gens à la maison contre leur gré pour pas qu'ils aient d'opportunité de voir l'autre. C'est quelque chose à laquelle je m'étais préparé, elle aussi. Et quand c'est arrivé, on s'était dit, bah, c'est le jeu en fait. Et je me souviens qu'elle m'avait écrit quelque chose comme 2 mois après. Sauf que malheureusement, moi j'étais déjà passé à autre chose. Parce que pour moi c'était fini, ça pouvait plus refonctionner. Et évidemment après on s'est plus jamais revus après ça. Et je sais pas du tout ce qu'elle fait aujourd'hui, ni ce qu'elle est devenue. Sur la question des relations sexuelles, moi il y a quelque chose dont je me souviens, qui m'a beaucoup marqué, c'est que à partir du moment où j'ai atteint un âge où on n'était plus seulement à des bisous, lorsque j'apprenais que ma copine était vierge, je voulais pas être avec elle. Parce que je voulais jamais porter la responsabilité, en quelque sorte, d'être celui qui a compliqué sa vie sur ce point-là. Il y a eu quelques engueulades, parce que parfois je rencontre une jeune fille qui commence à me plaire, etc. Et puis très tôt dans la discussion, je lui demande si elle est vierge. Je sais pas si vous vous imaginez, quand vous faites ça, vous avez 15, 16, 17 ans. C'est quand même très indélicat et... alors évidemment, je le faisais que quand elle était maghrébine, hein, évidemment, qu'on se le dise. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait que la plupart de mes copines étaient plutôt des Européennes, parce que je n'avais pas ce problème-là. C'est-à-dire que je pouvais vivre pleinement ma relation sans me dire attention. Et donc oui, quand c'était une maghrébine, je pense que ce qui compliquait beaucoup, c'est que moi, je voulais absolument pas me retrouver avec une jeune fille vierge. Parce que du point de vue de ma culture, de ce que je sentais, c'est que si jamais c'était, entre guillemets, moi qui prenais la virginité, je devais obligatoirement l'épouser. Et j'étais pas forcément prêt à ça, très jeune, juste à cause d'un coup de folie, si je peux dire ça comme ça. La question de la virginité de la fille, parce que celle du garçon, on peut pas la vérifier, c'est quelque chose qui a beaucoup pesé, pas seulement dans mes relations, mais aussi dans mon approche envers les jeunes filles. J'étais devenu très secret, même avec mes propres copains. Je leur inventais des saucisses comme pas possible. J'avais paraît-il, des boulots au black dans telle ou telle épicerie. J'étais dans tel ou tel club apparemment. Enfin, j'ai inventé des mensonges à n'en plus finir. J'en avais honte à l'époque, je m'en voulais de le faire. Pourquoi ? Parce que je sais que les mamans, chez nous, elles sont capables d'appeler les copains pour dire « Il est où mon fils ? Est-ce que tu es au courant ?» Et moi, je ne voulais pas qu'un de mes amis, sans faire exprès, me trahisse, même en ne le voulant pas. Et je ne disais à absolument personne, si ce n'est la personne avec qui j'étais. Et j'insistais toujours auprès d'elle. S'il te plaît, tu dis à personne, même tes copines, là, tu leur fais pas confiance. Tu leur diras quand c'est fini, si c'est fini un jour. Mais tant qu'on est ensemble, personne ne doit le savoir. Le meilleur moyen de défendre un secret, c'est de ne pas le partager, tout simplement. Et il y a quelque chose que j'ai vite appris, même très jeune, c'est qu'à partir du moment où on partage une information une fois, il est inéluctable qu'elle se partage une centaine de fois. Donc même la personne en qui on a le plus confiance au monde, elle peut, dans un moment de faiblesse, sans faire exprès, sans même en avoir conscience, partager aussi à son tour, et après ça ne s'arrête plus. Ça n'existe pas, le confident, même le meilleur ami, ça reste ton meilleur ami, mais il ne doit pas être ta boîte à secrets. Je pense que même si j'avais été catholique, je ne serais pas allé au confessionnal. Je me serais beaucoup trop méfié pour y croire. Dans mon enfance, j'avais vécu dans une petite ville française avant de vivre dans celle-là. Mon premier amour, je me rappelle, elle était quasiment voisine. J'avais 11 ans. De mes 10 ans, mais 11 ans, on va dire. Ça a duré une année scolaire à peu près, cette histoire. On s'appréciait beaucoup, et c'était horrible parce que ses parents savaient qu'on s'appréciait beaucoup, qu'on passait du temps ensemble. Ma mère n'en avait pas la moindre idée.
Et en fait, les parents étaient très compréhensifs. Et en même temps, je pense que ça les dérangeait. Pas par côté raciste ou quoi que ce soit, non, pas du tout. C'était une famille très ouverte. On n'était pas dans la caricature, notre blonde aux yeux bleus qui se fait piquer par le maghrébin, non, non, pas du tout. Mais ça les pesait un peu de voir que le seul toit sécurisant qu'on avait, ça pouvait être que le leur. Et il fallait absolument tout cacher, c'est-à-dire qu'elle croisait ma mère dans les escaliers, elle pouvait la croiser dehors en faisant les courses. Et je sais qu'à aucun moment la discussion n'a été abordée parce que eux en avaient conscience, savaient très bien ce que ça impliquait. Ils devaient toujours faire attention, je pense, hein. Je leur ai imposé, peut-être sans même le savoir, une espèce de contrôle sur eux-mêmes. Ils devaient surtout éviter de dire, par exemple, oui, ton fils, il est passé chez nous prendre le dessert, il s'entend de mieux en mieux avec sa chérie. Et je pense que ça a dû être aussi pesant pour eux. Lorsque j'ai commencé mes études universitaires, ma maman, de partir loin de la maison, enfin loin, relativement loin, hein, juste sur son campus, on va dire, avoir sa petite chambre d'étudiant, c'était une source d'anxiété permanente pour elle. C'était la possibilité de rencontrer une femme qui pouvait ne pas lui convenir à elle. Et elle mettait en place des stratégies pour me forcer à revenir le maximum de week-ends possible. Par exemple, je sais que la laverie que j'avais, personne ne s'en plaignait. Mais maman voyait qu'elle lavait mal le linge, c'était mieux de rentrer tous les week-ends pour qu'elle me le lave elle-même. Donc c'était souvent des petites choses comme ça. Je gaspille trop d'argent, c'est mieux que je rentre, qu'elle me fasse à manger. S'il y a 2 jours où on n'a pas cours, il faut venir à la maison quand même, c'est bien de rester proche de sa famille. Alors évidemment, moi j'avais bien compris qu'elle voulait limiter au maximum le risque que je rencontre une jeune fille et que je commence une relation, mais elle ne le disait jamais. Et elle faisait tout pour trouver des prétextes pour passer à la maison. Donc c'est quelque chose que j'ai que j'ai toujours en mémoire. Et évidemment, si j'avais réussi à mettre en place autant de stratégies d'évitement quand j'étais à temps plein chez elle, être plus loin, ça m'a pas empêché de le faire, bien au contraire. Les stratégies d'évitement, elles ont commencé donc à l'âge de 10 ans, l'âge de la première fois où je commençais à voir quelqu'un, parce que c'était les premiers émois, etc., jusqu'au moment où je me suis marié. Moi, je le savais, ma mère, je ne pouvais pas lui dire « je te présente un tel ». Mais je pouvais lui dire « maman, je te présente ma femme », ou plutôt ma future femme. Et évidemment, la future femme, il fallait pas se tromper, mais pas pour nous, pour la famille surtout. Pour nous, c'est secondaire. J'ai pas eu une maman pour qui l'origine ethnique importait. Ce qui importait, c'était l'héritage culturel musulman. Et donc, je savais que si je disais à ma mère, tiens, je te présente une Indonésienne, une Malaisienne, musulmane, elle aurait été tout aussi heureuse que si je lui disais, je te présente l'Algérienne ou la Marocaine. Autour de moi, j'ai vu que certains parents préféraient pour leur fille ou leur fils un conjoint, une conjointe du Maghreb, même non religieuse, non pratiquante, plutôt qu'un musulman pratiquant qui venait d'une autre sphère culturelle. Chez nous, c'était plutôt l'inverse. Et ce qui m'a un peu aidé, parce que moi j'ai rencontré ma femme, elle vient d'un pays très loin, mais elle est de culture musulmane, très lointaine. Ma mère a accepté cette relation, enfin je savais qu'elle allait accepter lorsque je lui ai dit je te présente ma femme, mais je sais que si ça avait été, je sais pas moi, Amélie chrétienne ou Amélie juive ou autre, elle aurait dit non, c'est non, et ça aurait coûté la rupture avec ma famille, certainement ad vitam aeternam. À partir du moment où j'ai eu mon bac, elle essaye de manière un peu rigolote de présenter les jeunes filles des copines, sans dire quoi que ce soit. On va parfois inviter la famille en face à prendre le thé à la maison, peut-être dans l'espoir qu'on se parle en cachette, je ne sais pas. Parce que c'est quand même assez étrange, parce qu'il y a cette volonté de nous faire discuter avec autrui, qu'on nous a choisi ou qu'on pense nous convenir, mais ce n'est jamais dit de manière explicite.
Et comme on a toujours le tabou qui pèse d'avant, on sait même pas si on a vraiment le droit de le faire ou si on doit attendre que eux fassent tout le boulot. Et donc on se retrouve dans des situations assez ubuesques où on se regarde en chien de faïence, on sait jamais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qui se passe souvent, c'est que tout le monde attend. Mais il ne se passe absolument rien parce que tout le monde attend que l'autre envoie un signe positif, mais personne n'envoie de signe parce que je pense que toutes ces années de tabou nous ont un peu inhibés et rien ne fonctionne. Alors ma mère ne m'a jamais dit concrètement je te présente cette jeune fille, mais je me souviens par exemple on avait une voisine qui était d'origine tunisienne. La maman aimait beaucoup ma maman. Alors sa fille, je crois qu'elle avait 1 an de moins que moi si je dis pas de bêtises. Ma maman n'arrêtait pas de les inviter, mais cette fois toute la famille. Alors qu'avant, l'invité, il n'y avait que la maman. La maman, en fait, comme elles étaient quasiment tout le temps ensemble, elle passait tout le temps à la maison, et ma mère allait souvent chez elle, sans invitation. C'était un peu la tradition maghrébine. Parfois, ça sonnait, on va ouvrir, ah bah c'est elle, bah rentre. Elle pouvait manger avec nous, boire avec nous, du thé, discuter. Enfin, je dis avec nous, avec ma mère surtout, parce que quand les invités femmes arrivent, les garçons doivent se cacher dans leur chambre, hein, évidemment, ou sortir. Et en fait, ce qui a changé, c'est que dès qu'on a réussi à obtenir notre Graal tous les deux, c'est-à-dire notre bac, tout d'un coup, ma maman se mettait à inviter la maman avec sa fille, et on avait le droit de rester pour prendre le thé. Alors qu'avant, je devais rester dans ma chambre, jouer à la PlayStation ou sortir dehors. Mais là, je pouvais rester. Évidemment, je voyais les choses. Et ce qui était rigolo, c'est que moi, elle me plaisait bien, cette jeune voisine. Je la trouvais très sympathique, très intelligente, calme surtout. En plus, elle était très ouverte. Elle me donnait l'impression de mener un peu le même combat que moi. Et en fait, j'ai essayé de faire le premier pas quand même. Donc je me rappelle lui avoir sur un réseau social envoyé un message. Et en fait, elle a vu le message, elle n'a jamais répondu. Moi, je pense qu'elle avait juste honte parce qu'elle-même savait qu'il y avait cette volonté de la maman de me trouver quelqu'un sans me dire qu'elle me trouvait quelqu'un. Elle l'a fait plusieurs fois, mais cette anecdote, je m'en souviens bien parce que c'est la seule fois où la personne qu'elle avait choisie me convenait. Comme j'avais beaucoup d'amis du même âge, de la même génération, qui vivaient aussi ça, souvent on se voyait ensemble, on en parlait, on ricanait comme pas possible, on se racontait nos anecdotes. Regarde, elle a fait ci, elle a fait ça. On n'a jamais pris ça au sérieux. Vous savez, dans la culture maghrébine, il y a quand même une espèce d'exaltation de la virilité. On nous inculque des valeurs de virilité lorsqu'il s'agit de ramener l'argent à la maison, d'aller travailler, de s'occuper de sa famille. Mais on ne veut surtout pas qu'on l'exprime, cette virilité, dans la quête de trouver sa dulcinée. Il y avait ce côté entre nous aussi, quand même, moi je suis pas un abruti, on va pas aller me chercher quelqu'un, je suis un homme, hein, je vais y arriver tout seul. Le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est que je suis passé d'un extrême à l'autre, mais comme énormément de Maghrébins dans ma situation, dans la mesure où on ne peut parler ni d'amour, ni de relation avec ses parents. Et lorsqu'on a achevé sa puberté, on parle tout de suite du mariage. Il n'y a pas une zone un peu tampon entre les deux, il n'y a pas un espace, apparemment pas. Moi, j'avais donc, entre guillemets, l'obligation de me trouver un partenaire pour me marier, alors que, supposément bien sûr, je n'étais censé ne pas connaître l'amour et ne rien y connaître. Je trouvais ça tellement fou, tellement folklorique, que j'étais bien content de ne pas avoir respecté les règles dans ma jeunesse. C'est quelque chose que je voudrais surtout, moi, éviter de perpétuer plus tard, parce que quand je vois le nombre de jeunes filles issues des mêmes familles qu'il y a eu autour de nous, qui étaient vierges, qui tout de suite se sont retrouvées à devoir parler du mariage, mais qui sont tombées sur quelqu'un qui a profité de leur naïveté, et qui se sont retrouvées après... une image un peu glorieuse, mais qui se sont retrouvés sur le marché avec une étiquette qui fait que elle n'était plus enviable, enfin, elle n'était plus désirable, pardon. Je trouve ça juste terrible. Et s'il y a quelque chose que je voudrais jamais perpétuer, c'est vraiment le côté de faire une éducation à l'amour, aux relations qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, avant de parler de mariage. Et je pense que c'est quelque chose qui crée beaucoup de dégâts.
chez beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui, eux, jouent le jeu. Ils ne trichent pas, ils ne font pas ce que moi et beaucoup d'autres ont fait. Parce que comment voulez-vous, à 17 ans, 18 ans, parler de mariage alors que vous n'avez jamais tenu l'autre sexe par la main ou embrassé comment voulez-vous que ça fonctionne? Il n'y a pas l'âge physique, hein, évidemment, il n'est plus là. Mais pour moi, ça revient quasiment à marier des enfants. Parce que la maturité relationnelle, elle est restée à celle d'un enfant qui commence sa puberté. Donc on voit un adulte par l'apparence, mais par l'expérience de ce que doit être l'amour, ou s'il doit être quelque chose, mais de ce qu'on peut s'imaginer de l'amour, d'une relation, je parle même pas de relation sexuelle, mais juste de relation entre les deux sexes, je trouve ça hallucinant de faire le grand saut comme ça, en partant d'absolument rien. Ma maman, ce qui comptait pour elle, c'est que je me marie. Et je me suis lancé dans de longues études, et elle comprenait même pas pourquoi je faisais ça. Après, elle en était un peu fière, hein, mais avec plutôt ses copines, de dire, moi, mon fils, hein, il va à la fac, hein, il fait ci, il fait ça. Mais elle avait pas du tout l'air de comprendre à quel métier je pouvais aspirer. J'ai l'impression qu'elle s'en moquait parce que je me souviens pas une fois où elle m'a demandé si mes partiels s'étaient bien passés, si j'avais obtenu mon année. C'était pas assez concret pour elle, je pense. Si je lui avais dit, écoute, là je vais être mécanicien, je suis en train de réparer des voitures, elle aurait compris. Mais là, elle comprenait pas, d'autant qu'elle avait besoin à la maison plus de quelqu'un qui fasse de la plomberie ou d'électricité. Et donc, ça aurait été pour elle un métier concret de lui dire ça y est, maman, je suis électricien. Maintenant, si on a un problème d'électricité, c'est moi qui m'en charge à la maison. Par contre, après le mariage, elle m'a dit d'avoir choisi cette femme. C'est la meilleure décision que tu aies jamais prise de toute ta vie. Et je crois même que c'est la seule bonne décision. Et rien que pour ça, ça va, je suis contente et je suis fière de toi. Et j'avais l'impression qu'en fait, tout ce que j'aurais pu faire avant, ça n'avait aucun intérêt pour elle, en fait. L'important, c'était d'avoir une femme qui corresponde à ce que elle me voyait épouser. Et je me suis dit déjà, c'est bien parce que c'était la première fois qu'elle disait qu'elle était fière de moi, de toute ma vie. Donc elle a attendu quand même très longtemps pour me le dire. Alors que moi, je voyais des parents leur dire à des gamins de 12-13 ans. J'étais heureux pour ça. Et puis, j'étais un peu déçu que tout ce que j'ai pu faire avant, c'était anecdotique pour elle. Alors, je dis pas que le mariage c'est forcément moins important, mais il y avait certaines étapes de ma vie qui étaient des moments clés et elle ne les valorise pas du tout comme moi je le fais. Loin d'être la seule responsabilité des parents, l'éducation aux sentiments et à la sexualité est aussi, selon la loi Aubry de juillet 2001, un apprentissage obligatoire, et ce, pour les 3 niveaux de scolarité, école, collège et lycée, avec au moins 3 séances par an. Dans les faits, cette loi reste très peu appliquée et la discipline très peu enseignée. Pour en savoir davantage et aller plus loin, on vous conseille d'écouter C'est quoi l'amour, maîtresse ? Un podcast de Binge Audio, réalisé par Lolita Rivet, une institutrice qui dispense cette matière auprès de sa classe de CE1. L'épisode que vous venez d'écouter est réalisé par les journalistes Yasmine Selami et Yoram Meloul. Il est produit par Clam, la musique a été faite par Zohar Cherbi, et la vignette est réalisée à partir de la charte graphique développée par Inès Osni.